On va enchaîner sur l'innovation dans le traitement de la vitesse avec Jean Gauthier, donc des ondes de choc, des par application. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, tout d'abord je vous remercie de m'avoir invité pour faire cette présentation au niveau de cette assemblée. Je suis un petit peu ému puisque je retrouve M. Châtelain qui a été mon maître de thèse en 84, donc ça me ramène il y a nombreuses années. Voilà, je suis urologue, je m'appelle Jean Gauthier, je suis urologue libéral à Toulouse. Je fais partie d'un groupe de 8 urologues dans une clinique privée. Et je me suis installé donc en 86. J'ai eu beaucoup de chance puisque je me suis installé d'emblée avec un lithotripteur à ma disposition, c'était le quatrième en France. Et j'ai pu aussi monter un gros centre de la lithiase. La lithiase m'a toujours passionné. J'ai essayé de vous retracer toutes ces années d'évolution en matière de traitement de la lithiase. Alors, 40 ans, d'énormes progrès. On a commencé par la chirurgie ouverte. Je crois que j'ai fait ma première lombotomie à la Pitié-Salpêtrière sur un calcul piélique en solo, mais cette chirurgie a vite évolué. Ça a été l'arrivée de la lithotripsie extracorporelle avec effectivement le professeur Chaussy qui a démarré cette technique avec le Human Model 3 d'Ormier. C'était une machine assez compliquée puisqu'il fallait plonger le malade dans un bain, ce qui était encore plus compliqué quand on voulait traiter les calculs pelviens puisqu'il fallait se mettre dans une position très inconfortable. Et très vite, ces baignoires ont été remplacés par des têtes de tir avec des petites poches d'eau qui ont permis de faire le contact entre la peau du malade et le générateur d'énergie. Plusieurs générateurs ont vu le jour, une génération d'électrohydraulique qui avait comme avantage la puissance mais qui faisait mal, et puis des changements d'électrodes réguliers, ce qui augmentait le coût de la machine. La technique électroconductive, c'est une technique qui est dérivée de l'électrohydraulique avec avec un liquide salé qui entoure l'électrode de façon à réduire la production d'oxygène et ainsi améliorer la qualité de la focale et diminuer ainsi la douleur provoquée par l'onde de choc. On a également des lithotripteurs électromagnétiques avec des bobines plates qui imposent une lentille de focalisation, des bobines en cylindre. Enfin, des lithotripteurs piézoélectriques, et ce sont chaque quartz piézoélectrique qui vont délivrer l'énergie. Moi, je suis à cet âge. J'ai beaucoup travaillé avec le piézoélectrique parce que le piézoélectrique a un intérêt, c'est le réglage, la possibilité de monter progressivement la puissance, et surtout, ce sont des lithotripteurs qui permettent de garder une échographie en ligne et donc une précision de tir, ce qui est très important, notamment sur les petits calculs urétéraux, et on s'aperçoit qu'en France, il y a de plus en plus de calculs urétéraux à traiter, et j'y reviendrai. Malheureusement, la lithotricie a un petit peu abandonné le challenge de la lithotricie sur ces calculs urétéraux. L'effet des ondes de choc, je ne vais pas m'y attarder, c'est surtout de la cavitation. Les premières machines étaient des grosses machines avec des repérages fixes. On est arrivé ensuite vers des machines plus modulaires, mobiles, à double repérage. On en reparlera tout à l'heure, avec des progrès qui ont été faits essentiellement dans le repérage, permettant d'assister ce repérage avec la focalisation des ondes de choc. Mais en fait, les dernières machines sont surtout des machines qui permettent d'associer lithotricie et endourologie de façon à tout faire dans une salle unique. Mais en fait, il y a eu assez peu de progrès, je m'aperçois, depuis 20 ans en matière de lithotricie, et c'est dommage, parce que quel que soit le générateur, les moyens de fragmentation sont corrects aujourd'hui et la plupart du temps obtiennent de bons résultats. Ce qui fait la différence, c'est surtout le repérage échographique. Peu de machines privilégient l'échographie en ligne. Pour arriver à faire de l'échographie en ligne, il faut effectivement un échographe qui puisse monter au sein de la tête de tir sans être détérioré par cette tête de tir. En même temps que tout ça, l'urétéroscopie souple s'est énormément développée avec les lasers et avec le numérique, on va y revenir. Et petit à petit, le challenge de cette lithotricie extracorporelle sur les calculs urétéraux a été abandonné par les constructeurs qui préféraient vendre de petites machines pas chères, ça c'est mon idée mais je pense qu'elle est bonne, vendre beaucoup de petites machines pas chères avec des lasers plutôt que investir dans une recherche et développement coûteuse qui arriverait sur des gros lithotripteurs, probablement plus efficaces, mais avec une possibilité de diffusion beaucoup moins grande. Et on peut dire que depuis 20 ans, la lithotricie extracorporelle n'a pas vraiment évolué, et c'est dommage. En tout cas, moi, tous les urologues que j'ai eu à traiter pour les calculs urétéraux m'ont toujours demandé de tenter d'abord une lithotricie avant une urétéroscopie,
même si, vous savez, tout à fait efficient dans ce domaine. On pourrait aujourd'hui en fait imaginer un lithotripteur couplé avec un scanner, ce ne serait pas très compliqué puisqu'on est capable effectivement de positionner un calcul dans l'espace et le scanner le permet à chaque fois puisqu'il permet de pallier aux défauts de l'échographie ou de la radiographie qui, dans toute une portion intermédiaire de l'urtère, n'est pas efficace. On pourrait très bien coupler un scanner avec un lithotripteur, mais je pense que c'est une machine qui vaudrait beaucoup trop cher, une recherche-développement trop coûteuse, et les constructeurs aujourd'hui ne sont pas dans cette optique, malheureusement. La chirurgie percutanée s'est ensuite développée dans les années 80. Elle s'est développée surtout sous l'impulsion de Knut Kort et de Peter Alken. C'est une chirurgie percutanée en décubitus ventral classique, ce qui imposait de changer la position du patient entre la montée de sonde pour la pyélographie rétrograde et la percutanée. La dilatation se faisait avec des dilatateurs métalliques d'assez gros calibre et assez agressifs, puisqu'on était sur des diamètres entre 28 et 30 charrières si on utilisait une gaine d'Amplatz. La fragmentation faisait appel aux ultrasons, puis est arrivée la fragmentation balistique, et on a pu combiner ensuite les deux fragmentations de façon à éviter de chauffer la tige des ultrasons et de permettre l'évacuation des petits fragments par la tige grâce à l'aspiration. La célioscopie, fin des années 80, a remplacé progressivement la chirurgie. Il a resté quelques indications de la chirurgie et de la célioscopie sur des indications qui sont surtout des indications de pathologie associée, c'est-à-dire lithiase plus sténose de la jonction, lithiase sur des reins détruits. Donc la chirurgie robotique aujourd'hui a quelques indications en matière de lithiase, mais ce sont plutôt des indications sur les pathologies associées que sur la lithiase. Urétéroscopie est arrivée au milieu des années 80 et j'ai effectivement pas mal contribué au perfectionnement des endoscopes, puisqu'on pouvait imaginer que plus un endoscope était fin, plus son extrémité était atraumatique, plus sa vision était bonne et son canal opérateur performant, meilleur était l'endoscope. Et ainsi, on a pu arriver à des urétéroscopes semi-rigides, de bonne qualité. En tout cas, ce sont des urétéroscopes avec lesquels on travaille toujours, puisque j'en ai mis un au point chez la société Wolf et un autre dans la société Storz. L'irrigation se faisait par une irrigation classique avec une poche, on n'avait pas besoin encore de pompe. Les moyens de fragmentation au départ, c'était les ultrasons, puis les ondes de choc hydroélectriques, mais les ultrasons c'était gros, c'était rigide, ça imposait de gros urétéroscopes, les ondes de choc hydroélectriques c'était agressif, de gros diamètres, et on a vu arriver dans un premier temps la fragmentation balistique. Avec M. Leduc, nous avons publié les premières urétéroscopies avec le lithoclaste suisse. Puis est arrivé le laser à la fin des années 80. Je crois avoir été un des premiers à m'équiper d'un laser pulsé à colorant. C'était le Candela. C'est un laser un peu complexe avec le colorant liquide. C'est un laser qui tombait souvent en panne et très vite d'autres lasers se sont imposés qui étaient les lasers YAG-Holmium, qui étaient des lasers plus fiables avec des puissances de 15, 20, puis 30 watts. C'est un laser qui travaille dans l'infrarouge, donc on ne le voit pas, il faut l'associer avec un petit pointeur pour tirer sur le calcul. Les fibres laser vont de 170 à 600 microns. Effectivement, plus on travaille avec une urétéroscopie de petit calibre, plus on a intérêt à travailler avec des fibres souples, mais on verra qu'en percutanée, ce n'est pas le même problème. On va pouvoir casser avec ces lasers holmium des pierres de toutes les couleurs, qu'elles soient blanches, qu'elles soient noires, qu'elles soient dures, pas dures, alors que les lasers colorants cassaient bien sur le noir, mais pas sur le blanc. Ensuite, on utilisait des moyens de retrait qui étaient des petites pinces ou des paniers de type Dormia. Le drainage s'est amélioré avec les sondes double J. Puis est arrivée l'urétéroscopie souple, qui a mis longtemps à démarrer puisqu'il s'agissait au début d'urétéroscopes fibrés, sur lesquels la vision n'était pas excellente. L'avantage du souple, c'est que ça permet de franchir bien sûr les coudes et les siphons, ça permet de se balader à l'intérieur des cavités rénales, et c'est moins traumatique qu'un instrument rigide. Mais au début, la vision n'était pas terrible, et ça a mis longtemps, cette urétéroscopie souple, à démarrer, jusqu'à ce qu'arrive le numérique, qui a magnifié la vision, qui a permis donc, et moi j'ai toujours pensé que mieux on voit, mieux on travaille, c'est une sorte d'évidence, et à partir du moment où on s'est mis à bien voir en urétéroscopie souple, l'urétéroscopie souple a décollé, ce d'autant qu'elle s'est associée avec des moyens de fragmentation très fins et efficaces comme le laser. Sont arrivées également des pompes d'irrigation qui permettent de travailler avec une meilleure vision, des petites poires de flush,
Le numérique à usage unique est arrivé depuis quelques années, alors ça vaut cher bien sûr, mais ça marche. On en reparlera après du coût de l'urétéroscopie souple, c'est considérable. Les guides se sont améliorés avec des guides stiff de plus en plus rigides. On utilise maintenant des gaines d'accès qui permettent de dilater l'urtère, qui protègent la muqueuse au cours des allers et retours à l'intérieur de l'urtère, qui évitent l'hyperpression, un petit peu comme en percutané les gaines d'Emplatz, et enfin qui facilitent le retrait des débris. Les lasers se sont également améliorés puisque de 30-40 on est passé à 100-120 watts pour énucléer les prostates, et nous utilisons maintenant ces lasers puissants pour traiter les calculs, et on ne les casse plus, on les vaporise de façon à obtenir un sable de plus en plus fin, ce qui facilite bien sûr l'évacuation des débris. Alors on a juste quelques images si ça marche pour vous montrer la qualité de la vision. Je vais avancer un petit peu, la qualité de la vision du numérique, qui est, alors là on va casser un calcul à l'intérieur d'un calice, vous avez une petite fibre laser qui est de 200 microns, et vous voyez ce que donne une fragmentation laser avec une vaporisation. L'intérêt de plus en plus, c'est de vaporiser, ce qu'on appelle du dusting, plutôt que de fragmenter, parce que quand on fragmente, il faut passer du temps à retirer les fragments, utiliser un matériel d'extraction qui est souvent coûteux. Ce matériel d'extraction s'est amélioré par rapport au premier, on a des tiges beaucoup plus fines, on utilise du nitinol. Sont apparus des petits paniers très complexes, coûteux aussi, pour retirer les petits fragments. Un des paniers les plus agréables, ce sont ces paniers que l'on appelle les N-Edge ou les Dakota, qui permettent d'attraper des petits morceaux de pierre, mais aussi de les relâcher, ce qui est important pour ne pas se coincer quand on a eu les yeux plus gros que le ventre et qu'on a attrapé un gros calcul. Et on s'aperçoit que les recommandations de l'AU en 2017 mettent à peu près à égalité, en fonction de la situation du calcul et de sa taille, l'urétéroscopie et les ultrasons que l'on va pouvoir proposer éventuellement successivement. Moi, j'ai toujours tendance à proposer dans un premier temps une technique extracorporelle et en cas d'échec, dériver vers une technique endocorporelle. En tout cas, je crois qu'à résultat égal, une technique extracorporelle aura toujours l'avantage sur une technique endocorporelle, je dis bien résultat égal. Tout ça nous amène sur l'évolution des techniques chirurgicales et on s'aperçoit que depuis les dernières années, la lithotripsie extracorporelle a perdu beaucoup, c'est la courbe bleue, a beaucoup perdu d'indications, alors que l'urétéroscopie souple a pris beaucoup d'indications, non seulement dans l'urtère, mais aussi dans le rein, puisque, je vous l'ai dit, l'amélioration des lasers, notamment la puissance des lasers, permet de traiter de gros calculs. Alors le problème, c'est ensuite l'évacuation des débris. On s'aperçoit également que l'urétéroscopie souple a pris beaucoup d'indications de la chirurgie percutanée, puisque jusque dans les années 2015-2016, les indications de chirurgie percutanée ont considérablement diminué, mais on assiste depuis 3 ans à une reprise de la chirurgie percutanée, on va y revenir, grâce à la mini-percutanée. Alors il y a une chose sur laquelle il faut faire attention, beaucoup de gens, notamment des gens qui nous consultent, ont l'impression que la lithotripsie ou le laser, c'est un truc un peu comme un photomaton, qu'on rentre dedans, qu'on en sort et que tout ça doit régler le problème en même temps. C'est pas vrai. Ces deux techniques ont des complications. Les complications de l'urétéroscopie, sont surtout des complications urétérales. L'urétéroscopie souple a plutôt des complications rénales ou des complications liées à la dilatation. Par exemple, je vous montre une image de... Je voudrais vous montrer une... Comment est-ce qu'on fait partir le film là, sans faire bouger la diapo? Voilà. Alors ça, je vérifie toujours, il faut toujours vérifier un urtère après introduction d'une gaine d'accès. Vous voyez qu'une gaine d'accès qui a été introduite tout à fait facilement a pu provoquer sur un urtère fragile une fissuration de l'urtère sur une partie de sa longueur. Alors c'est pas grave si l'urtère est bien drainée, si cette fissuration a été reconnue. On voit également en urétéroscopie souple des complications de collection périrénale, parce que le rein est fragile, et surtout une complication sur laquelle j'insiste beaucoup, notamment quand j'ai des jeunes internes qui viennent faire des workshops dans mon établissement, c'est ces complications infectieuses. On travaille dans le rein, on travaille à proximité des vaisseaux, et les complications infectieuses sont parfois gravissimes. On a des chocs septiques qu'il faut prendre en charge très rapidement, sous peine de voir des dérapages avec des CIBD, avec des défaillances polyviscérales qui sont pratiquement impossibles à rattraper. Depuis 5 ans, je vous le disais, on a un retour en force de la néphrolithotomie percutanée grâce à
à 3 points. D'une part, on travaille de plus en plus en position dorsale, les instruments se sont miniaturisés et on travaille avec des lasers de plus en plus puissants. Alors la position dorsale, elle est ancienne, puisque c'est un Espagnol, Valdivia, qui dès les années 86-87 commençait à parler de la position dorsale. Et effectivement, on ne comprend pas très bien pourquoi on a commencé à faire de la percutanée en position ventrale. Déjà sur le plan anesthésique, la position ventrale n'est pas une position recommandable, et on ne comprend pas pourquoi, alors que nous, habitués à la lombotomie, on s'est tout de suite mis à cette position ventrale. En tout cas, Valdivia a insisté, et petit à petit, son idée s'est renforcée, avec bien sûr les anesthésistes qui étaient ravis qu'on n'ait pas à changer de position, ce qui alourdissait considérablement l'intervention et qui augmentait les risques, notamment sur des patients obèses. Alors qu'un patient obèse en éclusus dorsal, c'est facile, on imagine mal renverser ce patient, le mettre à plat ventre pour une intervention. L'organisation des blocs est la même que pour tout ce qui est accès à la vessie ou à la prostate. On va petit à petit diminuer le diamètre des endoscopes. Alors, effectivement, on arrive aujourd'hui à se satisfaire de la mini-percutanée parce qu'un des gros avantages de la mini, c'est que la miniaturisation de l'endoscope permet d'en diminuer les risques. Mais si on fait trop petit, on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à retirer les fragments. Alors qu'un des gros avantages de la mini-percutanée, c'est non seulement de fragmenter, mais aussi de retirer en un temps les fragments, c'est-à-dire d'arriver à un stone free d'emblée. On utilise des instruments qui font 12 charrières de diamètre avec 16 charrières de diamètre pour ce qui est de la gaine extérieure, contre, je vous l'ai dit tout à l'heure, 26 à 30 pour ce qui était de la chirurgie percutanée classique. Le patient est installé sur le bord de la table avec un petit coussin. On va fonctionner en qualité grâce, bien sûr, au repérage radiologique sur lequel je n'insiste pas. C'est un repérage avec 2 positions de l'écran, mais surtout maintenant grâce au repérage échographique qui va permettre de ponctionner le fond du calice que l'on aura choisi. Il n'y a pas plus de risque de perforation colique en travaillant en éclusus dorsal. Il faut bien sûr tracer la ligne axillaire et fonctionner sous la ligne axillaire. Et ça a été montré, il n'y a pas plus de complications coliques, même au contraire. Les dilatations sont beaucoup plus faciles. Moi, ce qui me chagrinait toujours, c'est cette dilatation avec les dilatateurs métalliques, ces gros dilatateurs qui étaient agressifs souvent pour la paroi du bassinet. Là, on dilate très facilement avec des petits dilatateurs souples en polypropylène jusqu'à la solution de la gaine en place. Travailler avec des petites fibres, c'est plus difficile parce que les petites fibres ont tendance à bouger, comme vous le voyez ici, et on essaie de vaporiser en dusting avec des grosses fibres de façon à obtenir une... Vous me remontrez là comment on fait pour démarrer le film, s'il vous plaît, parce que cette image est importante et je pense que c'est ce qui fait l'intérêt, le gros intérêt de la mini-percutanée en position dorsale, c'est que tous les petits fragments, par un effet Venturi, un effet vacuum on le remet parce que c'est vraiment un effet extraordinaire. On casse et à chaque fois qu'on retire son optique, on récupère des petits morceaux qui viennent sortir directement. Et je n'utilise pratiquement plus les pinces, tous les morceaux s'évacuant comme ça. Il est évident que le déclusus dorsal est beaucoup plus efficace puisqu'on est en plus avec un endoscope qui est horizontal ou même qui est légèrement en position descendante plutôt que dans l'autre position ventrale, il faut que tout ça, ça remonte, ce qui est beaucoup plus compliqué. On s'aperçoit qu'une gaine de mini-percutanée de 16,5 French est beaucoup plus large qu'une gaine d'accès du rétéroscope souple, ça permet de retirer des fragments beaucoup plus grands. On peut également s'aider d'une irrigation, et ça moi je le fais pratiquement à chaque fois, par une sonde urétérale ou par un urétéroscope souple, j'y reviendrai après, une irrigation urétérale qui va favoriser justement ce drainage et l'évacuation des sables par la percutanée. Encore, là, vraiment, j'ai pas compris comment le mettre en haut. Ah voilà, ça y est. Alors, que ce soit la lithotricie, que ce soit l'urétéroscopie laser, on obtient souvent de très petits fragments du sable qu'on ne peut pas retirer avec les paniers classiques. Et vraiment, ça c'est un problème. Et la mini-percutanée, par cet effet vacuum, va permettre d'obtenir des stone free beaucoup plus fréquemment qu'avec les autres techniques. Alors, bien que ce ne soit pas une réelle innovation, je vais vous montrer ce qu'on utilise de plus en plus. Et on travaille souvent à Cap-Verne, avec Cap-Verne-les-Bains et Vittel, sur la posturothérapie, qui est une très vieille technique, mais qui revient un petit peu à la mode, puisque nous, on a mis nos kinésithérapeutes à la posturothérapie. Alors, c'est un peu moins complexe que dans l'ulcération thermale,
Nous, ils les mettent sur une planche et ils ont un petit percuteur. Alors on associe la lithotricie, l'hyperdiurèse et la posturothérapie, mais ça a été montré. Non, je vous montre si c'est pas parce qu'elles sont amusantes, mais il y a une amélioration quand même de 20 à 30% de l'évacuation des microfragments. C'est assez évident, plus on mobilise les fragments dans une position qui permet de vidanger le calice inférieur, meilleurs sont les résultats. Aujourd'hui, ce que l'on fait de plus en plus, c'est coupler la mini-percutanée et l'urétéroscopie. C'est le docteur Ibarnouzeac de Bilbao qui a lancé un petit peu cette technique et qui a été reprise par Cesare Scofone de Turin et Andreas Osnek de Mondor. Le fait de coupler ces deux techniques va permettre d'éviter le recours aux ponctions multiples et ça combine les avantages des deux techniques. Par exemple, ici, vous voyez sur ces images qu'on voit arriver sur l'image de droite l'aiguille de ponction par l'urétéroscopie souple qui permet de voir arriver l'aiguille exactement dans le fond du calice que l'on voulait ponctionner. Et ponctionner correctement le fond du calice est un garant d'efficacité parce que ça évite le saignement et ça permet de faire une chirurgie percutanée de bonne qualité. On peut également récupérer le guide qui arrive par cette aiguille, le faire descendre dans l'urtère de façon à assurer la dilatation. La néphroscopie avait des inconvénients en caliciel supérieur parce qu'on risquait de piquer la rate ou le foie, en moyen parce qu'on risquait d'envoyer des débris en caliciel inférieur, et son indication princeps c'était le calice inférieur. Alors que l'urétéroscopie, cette technique permettait d'arriver un petit peu partout dans le rein, mais avec des difficultés parfois sur les calices inférieurs lorsque l'angle infundibulo-caliciel était étroit. Donc là, le couplage de ces deux techniques permet d'avoir des gestes complémentaires. Par exemple, sur ce patient qui avait plusieurs petits poids lithiasiques à l'intérieur de son rein, une seule percutanée ne permettait pas d'aller en caliciel moyen retirer ces débris, alors que là, il a été tout à fait facile d'aller présenter devant l'urétéroscope, devant le néphroscope, les petits calculs qui ont été mobilisés par l'urétéroscopie. Donc, on voit que l'association chirurgie percutanée urétéroscopie souple améliore le taux de sans fragments. Les dernières recommandations de l'AUA montrent que la chirurgie percutanée n'a pas perdu complètement ses indications, elle est présente dans tout ce qui est échec des autres traitements, dans les grosses pierres, et petit à petit, je pense qu'on va voir ces indications augmenter. Alors les questions que pose tout ça, c'est va-t-on pouvoir continuer à innover dans les années qui viennent? Pourquoi? Parce que l'innovation, il y a des risques, pas tant sur le choix des technologies, parce que quelqu'un qui suit un petit peu les évolutions va être capable de faire des choix corrects, mais surtout ça coûte cher. Chaque fois qu'on innove, c'est un risque financier important, parce que le matériel coûte cher, et la plupart du temps, il n'y a pas, comme on le disait tout à l'heure, comme disait Pascal, et comme on dira probablement pour la chirurgie robotique, il n'y a pas de reconnaissance financière. Par exemple, je vais prendre un exemple qui est l'urétéroscopie souple au calcul. Moi, j'ai participé à la reconnaissance de cette technique. Pour l'urologue, il a fallu environ 15 ans pour que soit reconnue l'urétéroscopie souple laser et que soit attribuée une cotation T2A. Cotation qui n'est pas mauvaise, mais l'établissement, lui, a un GHS qui est pratiquement, qui n'a pas bougé, puisque c'est le même GHS avec du rigide et du souple, qui est de 870 €, et ces 870 € ne couvrent même pas le consommable qui est utilisé, puisqu'on considère que pour du rigide, il faut entre 800 et 1000 € de consommable et de matériel, mais pour du souple, il faut entre 1600 et 2000 €. En plus, ces GHS ont chuté de 2,5% depuis 5 ans, et il n'existe plus de borne basse, ce qui fait que les établissements nous poussent à garder les gens le moins de temps possible, notamment l'ambulatoire, mais je crois que moi je suis contre l'ambulatoire pour l'urétéroscopie souple. Je vous ai dit, je vais parler des risques infectieux importants, et je crois que laisser partir des gens quelques heures après une urétéroscopie souple, c'est prendre un risque important. Donc comment continuer à innover? Je crois qu'il faut des actions conjuguées entre praticiens et établissements, parce que si le praticien a une cotation correcte, mais si l'établissement n'en a pas, eh ben, il ne voudra pas acheter le matériel. Et on est en permanence, nous, en libéral, en train de négocier avec nos établissements pour acheter du matériel.
Je crois qu'il est vital pour nous d'innover, parce que si on n'innove pas, on n'est pas attractif, mais pour innover, il faut prendre des risques et se donner les moyens de ces risques. Et on peut en parler un petit peu plus, mais le risque, il est essentiellement financier, parce qu'on est bridé aujourd'hui, peut-être nous un petit peu plus en libéral, mais vous aussi dans les hôpitaux, parce qu'acheter du matériel cher, c'est difficile à faire avaler. Merci. Je crois qu'on va peut-être passer au partage de matériel, les lithotricteurs en particulier. Avec François, peut-être qu'on fera une discussion globale, mais là on a pris un peu de retard.